Voilà, mesdames et messieurs, nous vous disons encore une fois de plus, merci de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous savons comme d'habitude que vous êtes nombreux scotchés sur les ondes de la radio ainsi que télévision Osana. Il y a ceux-là qui nous suivent à la radio, 91.7 FM. Il y a ceux-là qui nous suivent à la télé également, via nos différentes plateformes, entre autres, ceux-là qui vont nous suivre à partir de StarTime, ceux-là qui vont nous suivre également à partir de BlueSat et ceux-là qui vont nous suivre à partir de notre TNT. Donc vous êtes nombreux à travers le monde en train de suivre la radio ainsi que télévision Osana dans cette émission où nous allons essayer de parler encore une fois de plus d'un sujet très important, très capital surtout, avec l'actualité de notre pays. Merci à toute cette grande équipe qui nous tient compagnie en ce jour. Merci à Félix Mvita et Nixon Bukassa qui sont derrière les caméras ainsi que la régie. Merci à la programmation de Alphonse Kabouya du côté télé. Merci également à Gilbert Totontumba qui nous a programmé du côté radio, sous la supervision générale du professeur Jean-Marie Kanda. Et n'allons pas oublier les visionnaires du ministère Nouvelle-David. Nous avons cité le révérend pasteur Zachary Kabengele Mayamba. Alors, comme vous le savez, mesdames et messieurs, chaque 16 et 17 janvier, nous, en tant que Congolais, nous nous rappelons, soit encore nous commémorons la victoire de nos deux héros. Il s'agit là de Patrice Emery Lumumba et de Mzee Laurent Désiré Kabila qui sont morts respectivement pour Patrice Emery Lumumba le 17 et pour Mzee Laurent Désiré Kabila c'était le 16. Alors quoi de plus normal aussi sur ce plateau que nous essayons de décortiquer la vie de nos deux héros. Alors sur ce plateau nous aurons un analyste politique qui maîtrise bien ces secteurs. C'est avec lui que nous allons essayer un peu de parler en long et en large sur la vie de nos deux héros. Comme vous le constatez déjà, nous recevons sur ce plateau M. Jesse Numbi, à qui nous disons bonjour, M. Jesse. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est un plaisir d'être sur ce plateau. Merci. Il est cadre politique de l'ECT, je crois. Il est aussi analyste politique des Renault. Vous connaissez, ce n'est plus quelqu'un qu'il faut présenter actuellement dans la ville de Lubumbashi. Pourquoi pas dans le Haut-Katanga, on peut aller même loin sur le plan national dans notre pays, la RDC. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise ce secteur. C'est avec lui que nous allons essayer d'échanger sur la question concernant nos deux héros nationaux. Si vous avez des questions à nous poser, les numéros sont affichés au bas de l'écran comme vous le savez très bien. Vous pouvez nous appeler, tout comme vous pouvez nous envoyer votre message. Monsieur Jesse Numbi, même après cette émission, il sera toujours disponible pour répondre à toutes vos questions. Mais pour ceux qui nous suivent à la radio, c'est le 099 17 67 999. 099 17 67 999 40. Alors, monsieur Jesse Numbi, vous êtes congolais. Nous connaissons tous que chaque 16 et 17 janvier, ce sont des journées qui sont consacrées à nos deux héros, Patrice Emery Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila, qui ont donné leur vie pour le bien-être de tous les Congolais. Alors, vous, en tant que Congolais, analyste politique, quels sont les souvenirs que vous gardez d'abord de ces deux héros? Merci beaucoup. Vous savez, le mois de janvier est devenu pratiquement pour les Congolais un mois rouge, si je puis dire ainsi. Commençons déjà par les martyrs au 4 janvier 1959. Nous allons au 17 janvier avec l'assassinat de Lumumba et puis l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila le 16 janvier. Mais qu'est-ce que je retiens de ces deux héros? Premièrement, c'est la patrie, c'est l'amour de la patrie, c'est le nationalisme qui a caractérisé ces deux personnes. Non seulement le fait qu'ils soient tous morts et à des dates voisines, mais ces deux personnes ont une caractéristique commune. Ils ont aimé le pays, ils ont refusé la dictature de l'impérialisme, ils ont refusé de laisser le pays sous le dictat des étrangers. Ils ont été prêts à donner leur vie pour l'intérêt de la nation. J'ai vu deux personnes qui ont aimé leurs compatriotes. Ils ont souhaité vivre, ou plutôt voir les Congolais vivre dans leur pays, dans le bien-être pratiquement. Et ceci les a amenés à la mort.
Donc, j'ai vu, je garde un souvenir de ces deux personnes qui m'ont même motivé à faire de la politique. Moi, si je fais de la politique aujourd'hui, c'est parce que Mouzé, un jour, est arrivé au pouvoir et il a imprimé une nouvelle façon de gérer ce pays. Il a redonné l'espoir et c'est dans cette renaissance de la République que moi j'avais décidé de participer aussi à l'action politique afin d'apporter ma petite contribution. Donc je pense que ce que je retiens comme souvenir de ces deux personnes, c'est l'amour de la patrie. Alors, est-ce qu'était-il opportun ou bien est-ce qu'il était important pour nos deux héros de se battre contre les Blancs? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que c'est à cause de, certains disent que c'est à cause de que notre pays se retrouve à ce niveau. Est-ce qu'était-il important pour eux de se battre? Alors, je vais parler d'abord de Lumumba. Vous avez raison, il y a certaines thèses qui estiment que Lumumba a été trop pressé. Il a brutalisé le Belge pour que nous ayons l'indépendance. On aurait dû avoir l'indépendance en 1980. Il y a même certains écrivains qui ont parlé de ça. Moi, je ne pense pas que l'on puisse reporter le besoin d'être libre. Voyez-vous, la liberté, on en a besoin. Quand on ressent le besoin de liberté, c'est à cet instant qu'il faut réagir. C'est à cet instant qu'il faut l'avoir, qu'il faut l'obtenir. Alors, il y avait un combat pour la liberté et Lumumba a saisi l'opportunité. Pourquoi? Parce que voyant la manière dont vivaient les Congolais, voyant l'injustice dans laquelle vivaient les Congolais par rapport aux colonisateurs, Lumumba ne pouvait pas rester les bras croisés en train d'observer. Il était un des voix. Vous savez, les Lumumba sont comme des personnes, des lumières que Dieu envoie dans le monde pendant une période donnée, afin d'apporter un message particulier. Vous savez, tous ceux qui viennent, ou tous ceux qui existent, Dieu les connaît et Dieu sait à chaque moment comment il choisit tel ou tel autre. Parce que moi, je suis convaincu qu'un homme comme Lumumba ne pouvait pas venir par hasard. C'est Dieu qui a programmé et il fallait qu'il vienne en ce temps-là. Alors, est-ce que c'était précipité? Je ne pense pas. C'était le moment. Déjà, vous allez voir qu'il n'y a pas que la RDC qui avait bénéficié de cette indépendance en ce moment. Beaucoup d'autres pays avaient bénéficié de cette indépendance dans les mêmes périodes. Donc, ça a été programmé, bien sûr, par les Occidentaux, hein, les colonisateurs. Ils se sont eux-mêmes vus être pressés par le mouvement panafricaniste qui s'est lancé déjà en Afrique. Ils ont accepté d'accéder à notre demande. Et la RDC, est-ce qu'elle pouvait attendre? Moi, je ne pense pas. C'était le moment qu'il fallait prendre le taureau par les cornes et prendre l'indépendance. Donc, si ce qui nous arrive aujourd'hui... Les Congolais étaient encore immatures et voilà qu'aujourd'hui nous souffrons. Non, immature, ça dépend de ce qu'on appelle immature, parce que avant que le colonisateur ne vienne, nos cités, nos empires se géraient. Moi, je suis de l'empire Luba. Je sais comment ça se gérait. J'ai lu l'histoire. Et je sais qu'il y avait, voire même des gestions beaucoup plus démocratiques que celles que nous vivons dans le monde d'aujourd'hui, en Afrique. Donc, je pense qu'il y avait moyen que nous puissions nous développer. Le problème n'est pas que nous n'étions pas matures. Les Congolais existaient, les Congolais étaient là. Mais on nous a amenés dans un système où nous n'avions pas la maîtrise. Voilà pourquoi le Belge, les colonisateurs, les Occidentaux en particulier, ont essayé de mener ce pays afin de nous démontrer que nous étions dans l'erreur en accédant à l'indépendance. Ce n'était pas une erreur. Alors, des deux, pourquoi nous sommes en retard aujourd'hui? Est-ce que c'est la responsabilité ou est-ce que c'est la faute de l'indépendance qui est venue trop tôt? Non. Dites-moi, en 1960, nous nous disons que nous étions peut-être en retard, nous n'étions peut-être pas prêts. Connaissez-vous combien d'universitaires nous avons aujourd'hui? Pourquoi le pays ne décolle pas? D'ailleurs, lorsque vous comparez par rapport à 60, vous allez remarquer que nous ne sommes pas encore revenus même au niveau que nous avions en 1960. Donc nous avions connu le moment les plus difficiles dans ce pays pendant que nous avions les grands professeurs, pendant que nous avions des éminences à la tête, notamment les années Mobutu, où nous avions toutes les intelligences dans ce pays, voyez-vous. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit un problème de maturité, que ce soit un problème des niveaux d'études, mais je pense qu'il y a eu peut-être un manque de maîtrise des principes de gestion dans le monde actuel, surtout dans le monde modernisé, si je puis dire ainsi, mondialisé, où l'Occident il y avait une certaine hégémonie qui voulait nous dicter notre façon
de mener notre politique. Donc c'est peut-être à ce niveau qu'il y a eu un décalage. Et c'était ça la guerre d'ailleurs de Lumumba. Il voulait que les Belges laissent le Congo aux Congolais. Alors, si vous dites que cette manière d'agir de Lumumba n'était pas un peu précoce, alors qu'est-ce que la RDC a actuellement qu'on peut dire non, non, ça, c'est grâce à Lumumba que nous avons ceci? Alors, d'abord, ici, il y a deux éléments. Il faut dire que qu'est-ce que nous avons grâce à Lumumba? D'abord, Lumumba n'a géré que quelques mois. Voyez-vous, c'est le Premier ministre qui n'a géré que quelques mois seulement. Et d'ailleurs, il n'a même pas su mener sa politique parce que vous conviendrez avec moi que c'était une période qui était caractérisée par des conflits d'autorité entre lui et son président, et ça n'a pas permis effectivement à Lumumba de mener sa politique. Ça, c'est de un. Des deux, Lumumba, qu'est-ce que nous avons gagné? Nous avons gagné cette philosophie, cet esprit d'indépendance, cet esprit de liberté. C'est très important pour un peuple. Vous savez, ce qui caractérise ou ce qui amène le développement dans un peuple, c'est d'abord sa propre mentalité, c'est d'abord l'homme intérieur de ce peuple. Donc Lumumba, en prêchant déjà cet esprit souverainiste, cet esprit nationaliste, c'est quelque chose de très fondamental pour nous, pour le Congolais. Donc, mais il a été trahi par les Congolais eux-mêmes. Oui, vous savez, on est trahi toujours par les plus proches. Il a été trahi par des Congolais qui n'avaient pas compris sa philosophie, mais en réalité, il a été assassiné par les Occidentaux. Nous savons tous que c'était un complot mené par la CIA, par la Belgique, par ces forces étrangères qui pensaient que Lumumba était un communiste, et ils avaient peur, parce qu'à l'époque, avec la guerre froide, ils avaient peur que Lumumba n'amène la RDC avec toutes ses richesses vers l'URSS. De l'époque. Donc c'était par rapport à ça. Mais en soi, nous, Congolais, nous devons nous approprier l'esprit Lumumba. Nous devons nous approprier ce combat de Lumumba. C'est très important pour nous parce que c'est ce combat qui nous amènera le développement. Je vous donne un deuxième élément que Lumumba nous a laissé. Nous savons tous que ce n'est pas les Occidentaux qui viendront nous donner le développement. Déjà, quand Lumumba présente son discours, il dit l'indépendance n'est pas un cadeau de la Belgique. C'est très important. C'est pour montrer aux Congolais que tout ce que vous avez, vous devez le mériter, vous devez y travailler. Ça ne doit pas être un cadeau, une grâce qu'on vous accorde. Mais la Belgique voulait nous prendre comme des enfants avec ce système paternaliste où ils vont mener le Congo, nous allons vous développer, mais vous restez avec nous, vous restez nos esclaves éternels. Non, je pense que Lumumba nous a amenés à avoir la tête haute. Même si j'ai faim, je garde quand même ma liberté. Mais malgré cette lutte, aujourd'hui, l'RDC est toujours dominée par le pouvoir occidental. Vous avez raison, c'est maintenant un problème de l'héritage. Qu'est-ce que nous avons fait de l'héritage que Lumumba nous a donné? C'est le premier palier. Le deuxième palier, c'est que, comme je venais de vous dire, encore une fois, c'est la preuve que Lumumba a été assassiné par ces impérialistes. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas lâcher la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous continuons à subir le dictat de l'hégémonie, certes, mais ça ne signifie pas que le combat n'était pas utile. Ça signifie tout simplement que nous devons continuer à nous battre pour que nous obtenions cette indépendance totale. Moi, je ne suis pas un défaitiste. Je me dis, ça fait 60 ans que nous nous battons pour notre indépendance. Nous avons eu des moments difficiles. Nous n'avons peut-être pas bien compris le combat de Lumumba, mais au fur et à mesure que nous avançons, nous comprenons qu'il avait raison et nous nous inscrivons dans cette lutte. Et je pense que cette lutte portera un jour. Donc il faudrait alors qu'il y ait un autre héros pour que les choses marchent comme l'a fait Lumumba et pourquoi pas le musée Laurent Désiré Kabila. Est-ce que nous devons avoir un autre Lumumba aujourd'hui? Oui, je suis d'accord avec vous qu'il nous faut un autre Lumumba ou il nous faut d'autres Lumumba. Je dirais ce que j'ai toujours dit, que en réalité, Lumumba n'est pas mort, comme Musée n'est pas mort. Lumumba existe encore. Ils sont encore là dans nos esprits, ils sont encore là dans nos cœurs. Ils battent avec notre cœur. Ils sont là. En fait, il y a beaucoup de Lumumba qui existent encore. Il y a beaucoup de Musée Laurent Désiré Kabila. Qui doivent aussi se sacrifier, mourir, se battre contre... moi, je ne veux pas que nous puissions parler en termes de martyrs. Je ne veux pas qu'il y ait d'autres martyrs. Je ne veux pas qu'il y ait toujours des morts. Les deux martyrs suffisent.
je ne dis pas qu'ils suffisent, mais l'histoire nous réserve des surprises. Il y en a eu d'autres, il n'y en a pas que deux. Moi, je sais que les deux, ce sont ceux qui ont eu un aura beaucoup plus élevé, mais moi, je suis de ces Congolais qui pensent que nous devons raviver la mémoire de plusieurs autres Congolais qui sont morts, dont on ne parle pas. Il y a beaucoup de héros silencieux, on n'a pas cité leurs noms, ils sont oubliés, mais nous devons ramener leur mémoire. Je pense même qu'il faut un mémorial qui va reprendre tous les noms de toutes ces personnes qui sont mortes pour la cause de la RDC, tous ceux qui sont morts le 4 janvier, tous ceux qui sont morts après ou pendant la période qui se battaient avec Lumumba. Aussi, ils sont des héros. Je pense qu'il y a beaucoup de Congolais qui se sont battus effectivement pour la liberté, pour la démocratie, et qui devraient être reconnus comme tels. Et je pense qu'il faut tout un mémorial pour cela, même une commission qui va travailler pour dire qui est considéré comme ayant sacrifié sa vie pour la démocratie, ainsi de suite. Donc je pense que c'est très important. Mais alors, les deux héros, est-ce qu'il faut qu'il y ait d'autres? Oui, bien sûr, il en faut. Mais nous devons beaucoup plus dire que tous les Congolais doivent devenir des Lumumba. C'est ça, moi, mon idée. Je pense que tous les Congolais doivent prendre la philosophie Lumumba. Tous les Congolais doivent prendre la philosophie Musée, parce qu'entre les deux, je ne vois pas la différence. C'est vraiment une copie de l'autre. Donc pour moi, je pense que nous devons travailler pour que tous les Congolais s'investissent dans cette lutte. Parce que si on doit tuer 80 millions de Congolais pour dominer ce pays, je pense que c'est mieux pour nous que l'on nous tue tous. Comme ça, nous ne serons pas là pendant qu'ils vont dominer ce pays. Mais si nous sommes incapables de nous battre, incapables de sacrifier nos vies pour l'intérêt de la République, je pense que nous ne sommes pas un vrai peuple. Est-ce que pensez-vous que nous finirons par atteindre ce niveau où tous les Congolais se décideront un jour? Non, ce n'est pas possible. Je ne suis pas donc nous resterons toujours sous la domination des Occidentaux? Non, je ne dis pas que nous resterons dans la domination. Il y aura des Congolais qui vont comprendre en retard. Dans une société, tout le monde ne comprend pas au même moment. Il y en a qui comprennent pendant que vous commencez, il y en a qui comprendront peut-être pendant le parcours. J'ai toujours aimé la phrase du révérend pasteur Lukusa, feu révérend pasteur Lukusa, qui disait un jour que lorsque vous avez une vision, ce n'est pas tout le monde qui vous accompagne directement dans la vision. Beaucoup de gens ne vous comprendront pas. Pendant que vous commencez, c'est vous qui avez la vision. Il y en a qui vont comprendre, ils vous accompagnent. Et puis il y en aura d'autres qui comprendront plus tard. Ils vous accompagneront. Il y en a peut-être d'autres qui vous rejoindront déjà pendant que vous serez dans le trône. Donc je pense aussi qu'il y a des Congolais qui comprendront, mais il y en a d'autres qui comprendront peut-être plus tard. Mais ceux qui comprennent doivent déjà se battre pour que nous arrivions effectivement à ce Congo libre, à ce Congo qui travaille pour ses propres intérêts. Je sais que nous n'aurons pas un Congo où il n'y aura pas un seul pauvre, ce n'est pas pour demain. Mais je crois que c'est un idéal pour lequel nous pouvons travailler. Alors, si nous essayons de prendre la philosophie qu'avait Lumumba, les combats qu'il a eu à mener tout au long de sa vie, et nous prenons aussi la politique actuelle, pour ne pas parler d'une seule personne, mais qu'on parle de tous les Congolais d'une manière générale. Est-ce que voyez-vous un Congo prospère un jour? Vous savez, votre question me fait, me touche amplement parce que c'est le quotidien de tous les jours. C'est la question que l'on nous pose à tout bout de champ. Les enfants nous le disent aussi, des fois quand nous venons sur le plateau comme ça, quand tu rentres à la maison, on te dit, mais quand tu parles là, est-ce que tu y crois vraiment? Est-ce que je crois à un Congo prospère un jour? Oui, je crois. Je crois la main sur le cœur. Je crois fermement en mon Congo. Je crois vraiment. Et je me bats pour cela. Mais je dois vous dire honnêtement qu'il y a des moments où, même dans ma foi là, je commence à me poser aussi des questions. Je me dis, est-ce que nous y arriverons? Ça m'arrive aussi de me poser des questions comme Jean-Baptiste qui disait, c'est lui ou devons-nous attendre un autre? Voyez-vous, c'est des questions que nous nous posons et ça nous arrive. Mais je crois vraiment en un Congo. Pourquoi? D'abord, parce que en tant que chrétien, je crois en la parole prophétique. Je crois que ce pays a un avenir. Ce pays a une mission prophétique qui devra s'accomplir certainement un jour. C'est pour ça que je suis fermement convaincu que je dois me battre pour que ça arrive. Deuxièmement, parce que dans ma forte conviction, je pense qu'il y a beaucoup de Congolais qui veulent de ce Congo-là. Mais troisièmement, je vais vous dire que l'histoire nous convainc que c'est possible. Pourquoi?
30 ans après, lorsque nous considérons la mort de Lumumba, presque 30 ans, hein, 3 décennies, ce n'était pas 30 ans exactement, mais 3 décennies après, viendra Mzee. Mzee Laurent Désiré Kabila, quand il vient, c'est un autre Lumumba, avec la même philosophie. Et il vient dans quelles circonstances? Pratiquement de la renaissance de la République. Voyez-vous, Lumumba s'amène, n'est-ce pas? Il vient pendant que le Congo est dans la colonisation. Lumumba amène ce vent de la naissance, si je peux appeler comme ça, d'une nation congolaise indépendante. Et Mobutu vient, il nous amène dans un gouffre. Lorsque, par exemple, aujourd'hui, j'entends certaines polémiques quand les gens disent Congo est Koufi, Congo est Koufa, patati patata, mais c'est effectivement en cette date-là de 96, 96, hein, 96 effectivement, que l'on peut dire que le Congo était mort. Peut-être que, monsieur le journaliste, vous n'étiez peut-être pas encore né, ou peut-être que vous étiez encore trop jeune, mais je dois vous dire qu'à cette période-là, ce pays connaissait une inflation à 4 chiffres. C'est-à-dire quoi? On pouvait entrer dans un magasin, vous trouvez un article à 2 francs, à 2 dollars, et les après-midi, vous le trouvez à un autre prix. Même une heure après, vous le trouvez à un autre prix. Donc, le taux du dollar était en train de galoper minute après minute, heure après heure. C'est en ce moment-là que l'on parlait des bradeurs de la monnaie, ceux qu'on appelle les cambistes. Mais je vous dis, c'était terrible. C'est en ce moment-là qu'une personne pouvait toucher un salaire qui équivalait à un sac de farine. Vous avez votre salaire du mois et vous rentrez à la maison, vous ne pouvez acheter qu'un sac de farine. Voyez-vous, c'est en ce moment, nous avons vécu des moments très difficiles où on pouvait acheter la tomate dans une petite cuillerée. Voyez-vous, la tomate, on vendait dans des petites cuillerées, on vendait avec un bout de papier. Et c'était un moment où le Congolais était dans le désespoir total. Donc ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas pire. C'est ceux qui n'ont pas vécu ce temps qui peuvent penser que nous sommes Congo et Koufa. Non, le Congo n'est pas mort. Je vous dis sincèrement, ce moment-là, le Congo était en faillite. Mais nous sommes sortis de ce moment. C'est pourquoi j'ai encore de l'espoir. Mzee est venu une année après. Nous avons eu un franc congolais très stable. Rappelez-vous de la chanson, on l'a chanté, franc congolais. Ce franc congolais que nous avons aujourd'hui, que Mzee a lancé, la stabilité de cette monnaie que jusqu'aujourd'hui nous continuons à vivre, c'est un acquis. C'est possible. Lorsque Mzee est venu, nous avons, je vous dis, les étudiants ont commencé à respirer. Les étudiants pouvaient aller acheter un sac de 25 kilos de farine et amener dans sa chambre. Les étudiants pouvaient acheter 1 kilo de Thomson. À l'époque, nous achetions le 1/4. On achète un petit Thomson là, et vous allez... Non, c'était terrible, je vous assure. Mais nous sommes remontés de là. C'est pour ça que j'ai de l'espoir. Je crois que c'est possible. Le pays peut encore aller plus loin que maintenant, et avec un peu plus de volonté. Mais nous avons un défi, nous avons un devoir. Est-ce que nous pouvons y arriver? C'est un défi et non pas une parole de désespoir. Alors, peut-être les Congolais qui vous suivent, parce que nous sommes en train de chuter peut-être. Alors, les Congolais qui vous suivent, alors, de quelle manière devons-nous relancer la prospérité, si on peut le dire ainsi, le développement de l'RDC en mémoire de ces deux héros? Merci beaucoup. Je vais donner 3 mots. Lumumba dit le Congo aux Congolais. Quand Lumumba dit ça, en fait, il ne voulait pas dire que les Belges ne viennent plus au Congo. Mais il voulait tout simplement dire aux Congolais, vous avez la responsabilité sur ce pays. C'est le premier élément que je voudrais prêcher ici. C'est le patriotisme. C'est cet esprit d'attachement à la patrie. Ce n'est pas un rêve. C'est vraiment un rêve. Qui ne sera jamais réalisable. Voir les Congolais prendre la direction du Congo. Je suis d'accord avec vous que c'est un rêve, mais est-ce qu'il ne se réalisera pas? Là, je ne suis pas d'accord. Je sais que c'est un rêve et j'accepte de rêver. Je suis un grand rêveur aussi. J'accepte de rêver et je voudrais partager ce rêve avec tous les Congolais. Je crois que c'est possible. Rêvons vraiment de ce pays où les Congolais peuvent le gérer. C'est vrai que dans ce monde d'aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'autarcisme ou un pays qui se gère seul. Nous sommes dans un monde mondialisé avec toutes les réalités que nous connaissons. Voilà. Mais nous pouvons avoir au moins la primauté sur la responsabilité de ce pays. Deuxièmement, et c'est là le plus important et le plus clair dans ce combat que nous devons faire avec les Congolais, et que je voudrais appeler tous les jeunes Congolais et même tous les Congolais en général, c'est ce que nous appelons, Mzee dit, organisez-vous, prenez-vous en charge, ne jamais trahir le Congo. Ces 3 petites phrases englobent l'essentiel du combat que nous devons mener.
Nous devons nous prendre en charge. Ici, je voudrais dire aux Congolais, votre bonheur, arrêtez de murmurer, arrêtez de pleurnicher. Votre bonheur n'est pas dans les mains d'un groupe d'individus à Kinshasa. Votre bonheur n'est pas dans les mains d'un groupe d'individus qu'on appelle politiciens, qui se regroupent dans des grandes salles, qui se partagent le pouvoir comme ils veulent, qui aujourd'hui ils sont de ce côté, le lendemain ils passent de l'autre côté pour avoir des palissades ou par-ci par-là. Je voudrais vous dire, votre bonheur est dans vos mains, seul et seul vous-même. Peuple qui peut se libérer, c'est le peuple qui doit s'organiser, c'est le peuple qui doit se prendre en charge. La démocratie, ça signifie le pouvoir du peuple au peuple, pour le peuple. Le peuple doit prendre ses responsabilités pour arriver à changer les choses. Un, c'est nous qui allons voter les élus. Deux, c'est nous qui cautionnons tout ce qui se passe. Moi, je regrette quand les gens se plaignent sur les dirigeants. Chaque peuple mérite ses dirigeants. Pourquoi? Parce que si vous ne les acceptez pas, vous avez tous les mécanismes pour pouvoir les faire partir. Le peuple gagne toujours. Si le peuple veut, les choses vont changer. J'ai vu le peuple réagir dans des manifestations, par exemple, même devant le chef. Et à des moments, le chef lui-même, il revient sur certaines décisions. Je pense que le peuple peut faire changer beaucoup de choses. C'est seulement que nous acceptons, par des raisons soit de fanatisme, soit de tribalisme, soit de conformisme, nous acceptons de nous faire envelopper dans des carcans des partis politiques, dans des carcans des mouvements, ceci ou cela, et on nous embobine, on nous entraîne dans des situations où on nous appauvrit davantage, on nous paupérise davantage. Le peuple doit se libérer lui-même, le peuple doit se prendre en charge et le peuple doit s'organiser. Le dernier point, c'est la trahison. On nous a dit ne trahis pas ton pays. Et ça, même la Bible nous dit de défendre la nation. Quand Jésus parle des soldats, c'est des vaillants. Il ne leur demande pas d'arrêter d'être soldats. Il sait qu'ils ont une grande mission, la mission de protéger son pays. Même Dieu, il sait que la patrie, c'est sacré. Alors, nous devons éviter de trahir notre pays. Trahir le pays, ce n'est pas seulement aller contacter les Rwandais pour leur demander de venir prendre une partie du Congo. Non, trahir le pays, c'est aussi quand vous ne respectez pas les lois de la République. Trahir le pays, c'est aussi quand vous êtes en train de vous faire corrompre, la corruption, quand vous êtes en train de faire de l'injustice, quand vous êtes en train de vous comporter, par exemple, avec l'insalubrité dans nos quartiers, quand vous jetez de la saleté sur les rues, quand vous jetez des déchets par-ci, par-là, c'est aussi trahir ce pays, parce que vous êtes en train de détruire votre propre pays. Donc nous devons aimer ce pays et nous devons nous prendre en charge. Comme devoir de nous, l'élite, parce que je pense que l'intellectuel et l'élite a une grande responsabilité, nous devons travailler à incrustrer ces théories. Qu'est-ce que nous disons, par exemple, dans nos partis politiques? Qu'est-ce que nous parlons à le civisme que nous enseignons, à l'école, à la maison? Qu'est-ce que vous dites à vos enfants? Est-ce que vous leur dites que quand je serai ministre, je vais aussi voler? Ou bien vous essayez de montrer à vos enfants que voler n'est pas bon? Voyez-vous? Donc il faudrait que nous soyons capables de perpétuer cette théorie dans tout ce que nous faisons. La responsabilité même de l'Église. L'Église doit aussi arriver à communiquer cet amour de la patrie et aussi cette responsabilité citoyenne. Parce que moi, je pense que les pasteurs doivent être aussi très durs avec certains fidèles. Quand vous êtes fidèle à l'Église, nous vous connaissons et puis nous voyons que vous commencez à vous enrichir un peu rapidement là. Le pasteur peut quand même t'appeler frère. Je sais que tu travailles à l'OFIDA, mais écoute, ce n'est pas bien ce que tu es en train de faire parce que je connais ton salaire, mais je viens de voir que tu as acheté 2 micros à l'Église en un mois. Il faudrait qu'un jour que l'Église aussi soit capable de leur dire la vérité, de nous dire que nous devons arrêter d'offrir à Dieu des sacrifices souillés. C'est très important parce que si nos églises continuent à dire « vous serez bénis », quelqu'un est en train de voler et puis on lui dit « voilà, vous avez vu le frère là, il a été béni ». Alors que tous, nous savons que ce frère, il touche 150 000 francs et il est en train de bâtir un grand bâtiment. Ce n'est pas toujours la bénédiction, c'est peut-être la corruption. Alors il faut qu'on fasse attention. Si c'est la bénédiction, je sais, Dieu peut bénir, mais il faudrait que l'Église puisse aussi jouer son rôle pour condamner ce qu'il y a à condamner, pour éduquer les fidèles dans ce qui doivent être éduqués. Alors, monsieur Jesse Numbi, avant que nous puissions nous séparer, 2 petites questions pour nos téléspectateurs. Il y a un qui se demandait, est-ce que faudrait-il que nous puissions peut-être chasser
tous les caciques, hein, tous les vieux loups qui sont encore en train de diriger et laisser la place aux jeunes pour que nous puissions voir un pays, notre pays se développer. Ça, c'est la première question. Et puis nous allons poser la deuxième et nous allons clôturer par là. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent à ça. Ils se disent peut-être qu'il faut un jour une catastrophe qui puisse arriver sur le palais de la nation, alors que le palais du peuple, alors que tout le monde est réuni là-dedans. Comme ça, nous allons effacer toute une classe. Non, mais moi, je ne suis pas de cet avis. Je pense que c'est vrai que nous devons renouveler la classe politique, mais ce renouvellement ne passe pas par une forme de radicalisme. Non, pas du tout. Ce changement ou ce remplacement passe plutôt par une éducation. Il y a une prise de conscience que nous devons cultiver. C'est pourquoi j'ai insisté sur l'éducation. Et ici, je voudrais insister sur l'autorité de la presse. Je pense que la presse peut jouer un grand rôle dans l'éducation de nos masses, dans l'éducation, dans la création d'une nouvelle classe politique, parce que quand on parle de classe politique, ici, je voudrais insister sur une chose. Ce ne sont pas ceux qui sont à Kinshasa qui vont changer le pays. J'insiste. Ce n'est pas le groupe des députés qui viendra vous donner le développement. Non. Ce ne sont pas les conseillers du chef de l'État qui viendront vous donner le bien-être. Non. Ils ont un mandat limité. Ils nous mentent trop. C'est nous-mêmes qui devrons nous donner le développement. C'est nous-mêmes. C'est pour ça que moi, je pense que nous devons exiger le développement à la base. Il faudrait que nous commencions par la base, par nos communes. Comment se gèrent les communes? Comment se gèrent les villes? Comment se gèrent les provinces? C'est pourquoi moi je suis d'avis qu'il faut fédéraliser ce pays, il faut revenir vers le fédéralisme et il faut une décentralisation très accrue. On fasse le fédéralisme alors que le démembrement n'a pas marché. En fait, le démembrement, c'est pas une forme de gestion. En réalité, le démembrement, c'était tout simplement une façon de réorganiser administrativement la République. Nous étions une grande République, on a divisé les districts sont devenus des provinces, il n'y a aucun changement qui a été fait. Mais moi je suis en train de parler de changements dans la façon de gérer. Déjà, regardez une chose. Lorsque vous parlez même de fameux démembrements, quand vous prenez la gestion, par exemple, aujourd'hui, vous allez à Kalemi, vous allez à Kolwezi, vous allez dans certaines provinces, vous voyez un élan de développement. Quand vous prenez Bukavu, à l'époque du Kivu ancien, et aujourd'hui avec le découpage, par exemple, vous avez Goma qui s'est développé, Beni Butembo, qui n'était que des brousses, aujourd'hui c'est des grandes villes. Donc, je pense que c'est possible. Mais le vrai problème, c'est qu'il faut que le développement commence par la base. Goma, par exemple, c'est un modèle. Goma ne s'est pas construit avec l'argent de Kinshasa. Goma et Beni Butembo se construisent avec l'argent des habitants, des commerçants qui sont dans ces lieux. Ils font même des routes eux-mêmes, voyez-vous. Donc, lorsque nous arrivons à comprendre que l'affaire de la République, ce n'est pas une affaire d'une poignée de personnes. Parce que quand vous dites « effaçons cette classe », c'est là que nous pensons que c'est eux qui doivent nous faire la politique. Non! C'est nous-mêmes les Congolais qui devons faire la politique. Tu es là, tu ne fais pas bien, nous te dénonçons et nous te chassons. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Quand tu viens dénoncer, on regarde ta tribu. Et puis on regarde d'abord ta tribu, ton parti politique, et puis on dit non, celui-ci parce qu'il critique, c'est parce qu'il est du FCC, il est en train de critiquer parce qu'il n'aime pas les autres. On vous traite de haineux, on vous traite de ceci ou de cela. Voilà, ce sont des stratégies pour affaiblir ceux qui veulent défendre. Mais moi je connais des Congolais qui sont capables de dire non. Nous sommes des politiques, c'est vrai. Nous avons des fois des intérêts à protéger dans nos cadres politiques. Moi, je n'ai jamais eu honte de le dire. Mais lorsque une chose est mauvaise, elle est mauvaise. Même si vous êtes du haut, du bas, ou de l'est ou de l'ouest, la mauvaise chose, elle reste mauvaise. Nous devons la combattre. Donc pour moi, à cet auditeur, je lui dis, le changement, c'est nous. Changeons. Commence par changer toi-même. Alors, merci au messieurs déjà là-bas que nous sommes presque à la fin. Une toute dernière question, on ne saura pas répondre à toutes les questions. Je crois que c'est une inquiétude, une indignation de la part d'un auditeur qui dit que l'auditeur est en train de voir la mémoire de nos deux héros disparaître. En tout cas, on ne commémore plus comme on les faisait auparavant, M. Jesse Numbi. Qu'est-ce que vous voulez dire quant à ce? Je suis d'accord et en deux mots, je voudrais dire c'est une responsabilité. Aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup de musées, on commence un peu à oublier Lumumba. Je pense que nous devons retravailler la mémoire de ces deux héros et même de tous les autres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je voudrais qu'il y ait des émulations, par exemple, qu'il y ait une bourse pour privilégier ceux qui font des recherches sur Lumumba ou ceux qui écrivent sur la philosophie de Musée ou de Lumumba. Je proposerais ça, que l'État puisse mettre une bourse nos héros nationaux.
Par exemple, ceux qui font des recherches sur nos héros, ceux qui font des recherches sur le souverainisme ou notre souveraineté, notre pays, en histoire ou en philosophie politique, ceux-là, qu'on puisse quand même les accompagner. C'est parmi tant d'éléments qui peuvent faire que nous puissions pérenniser la mémoire. Mais il faudra aussi que l'on puisse faire, comme je l'ai dit dans l'émission, un mémorial pour tous ceux qui ont donné leur vie pour la République. Faire un mémorial pour tous ceux qui ont donné leur vie pour la République, mesdames et messieurs, c'est par là que nous allons mettre un point final à cette émission qui a reçu pour vous d'une manière spéciale parce que nous sommes pendant une période spéciale où nous nous souvenons de nos deux héros nationaux, Patrice Emery Lumumba et Mosé Laurent Désiré Kabila. L'histoire déjà vous la connaissez. Alors nous recevions sur ce plateau M. Jesse Numbi qui est un grand acteur politique. Alors avec qui nous avons essayé d'échanger sur ces deux héros nationaux. Vous avez compris là, beaucoup parlé sur ces deux héros nationaux. Il a également évoqué un point sur lequel nous aussi, nous avons une responsabilité pour le développement de notre pays. Nous lui disons merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Dizzy. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci pour l'invitation et merci à tous nos téléspectateurs. Merci à ceux-là qui nous ont suivis à partir de la radio. Je reprends encore pour ceux qui nous suivent à la radio. Si vous avez encore des questions comme le font les autres, vous pouvez les faire au 099 17 67 999. Monsieur Jesse Numbi sera toujours là pour répondre à toutes vos questions. Pour ceux qui nous suivent à la télé, que ce soit sur StarTime, BlueSat ou TNT local, vous avez à nous écrire à partir de nos deux numéros qui sont affichés au bas de vos petits écrans. Merci à Nixon Boukassa, merci à Félix Mvita qui nous ont réalisé. Merci à la supervision du professeur Jean-Marie Kanda. Merci à Alphonse Kabou et Gilbert Tututumba pour leur programmation. Mesdames et messieurs, nous vous fixons rendez-vous très prochainement, surtout avec un nouveau numéro.